Note de la rédaction. Reproduction d'une lettre envoyée à Benjamin le 25 mai 1997, écrite par Romain son père. Note manuscrite. Je sens mes souvenirs se défaire, et avant qu'ils ne disparaissent, je veux les coucher ici. Que voulez-vous ? La mémoire fait souvent des choses que l'on ne désire pas. Tout a un prix dans la vie, et le mien fut de vivre hanté par cette nuit du mois de mai. Il vous sera sans doute impossible de prouver quoi que ce soit. Cette lettre est écrite par un homme encore sain d'esprit. Pour mes enfants. J'ai grandi dans un petit village d'environ 200 habitants tout au plus, perdu au fin fond d'une région que l'on nommera pour moi par la suite les Ardennes. On appelait cet endroit Haute-la-Forêt. L'auteur a repassé son stylo plusieurs fois sur ce nom. Car il était caché derrière d'immenses arbres, lovés entre les collines et éloignés de tout. Nous vivions de ce que nous offrait la nature, et seuls certains hommes étaient autorisés à voyager en dehors du village, bien souvent pour vendre du bois et des paniers en osier, ou pour ramener tout ce que nous ne pouvions pas produire. Jusqu'à mes 9 ans, je ne connaissais rien d'autre, et à l'époque, pour moi, tout le monde était heureux. Enfin, tout le monde sauf la vieille. J'ai le souvenir que c'était une vieille femme aigrie qui habitait au-dessus de la salle du bailliage, et elle me foutait drôlement les jetons. Elle racontait souvent des histoires à dormir debout. Selon mes parents, elle était devenue folle après la disparition de ses 2 fils, puis de son mari qui était parti les chercher dans les bois. Beaucoup de gens se perdaient dans la forêt, et ce depuis la nuit des temps, si bien qu'il était interdit de s'y aventurer hors des sentiers. Et cette règle était de rigueur pour chacun d'entre nous. Chaque 1er mai, c'était la grande fête au village. Les plus âgés, ainsi que les adultes, organisaient ce qu'on appelle la tonte, une cérémonie solennelle où chaque enfant du petit hameau allait se faire raser la tête. On offrait ensuite les cheveux récoltés aux dames de la forêt. L'auteur a encore une fois repassé son stylo plusieurs fois sur ce nom. Afin de pouvoir passer une heureuse et prospère année. Tout le monde y passait, filles comme garçons, et c'était la seule fois où nous avions le droit à une coupe. Nous devions conserver notre chevelure, et peu importe les raisons, il ne fallait pas qu'un seul cheveu ne soit coupé avant la tonte. Puis, à partir de 15 ans, nous étions enfin considérés comme des grands. Malheureusement, je n'ai jamais connu ce passage à l'âge adulte, et chaque année je me faisais tondre. Et à chaque coup de ciseau, une mèche de plus tombait jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien sur mon crâne. Après la cérémonie, plus tard dans la soirée, tout le monde se réunissait pour un grand feu de joie au cœur du bourg. On y prenait un immense repas qui durait toute la nuit. Les adolescents rebelles disaient que chaque 1er mai, un enfant du village disparaissait dans la forêt et que c'était une nouvelle offrande. Un petit cadeau supplémentaire de la part des habitants aux divinités des bois. Personnellement, je n'y avais jamais cru. À la fin du repas, nos doyens choisissaient un couple qui avait pour mission d'emmener les offrandes à l'autel situé au cœur des bois. Un endroit où les arbres sont très hauts et denses, là où même en pleine journée, il fait nuit noire. Et une année, ce fut au tour de ma mère et de mon père. À l'annonce de cette nouvelle, je voulus absolument les accompagner. La tradition voulait que les adultes se bandent les yeux et s'encordent à un fil d'Ariane pour aller jusqu'à l'autel des dames. On disait que nos divinités n'aimaient pas être vues. Le chemin était long, le sentier chaotique, et avancer à l'aveugle pouvait s'avérer risqué. Mes parents refusèrent donc catégoriquement de m'avoir dans leurs pattes et de prendre le risque de me perdre. Ce n'était pas mon rôle. Arriva l'heure fatidique du départ, où je partis bouder dans mon coin. Mes parents revêtirent les habits traditionnels de cette cérémonie, une grande toge blanche ainsi qu'une coiffe faite à partir de branches, de paille et de bois de cervidé. On leur donna à chacun un sac en toile enduit de résine de sapin contenant les cheveux des enfants, mon père en ayant plus gros que celui de ma mère. On leur banda les yeux, puis les adultes présents éteignirent leurs torches une par une jusqu'à ce que nous fûmes dans le noir complet. C'était le signal de départ, et ma mère et mon père s'avancèrent silencieusement dans les bois. La curiosité fut trop forte pour moi, et je profitai de l'obscurité pour me défaire de mes geôliers et suivre discrètement mes parents. Je fis en sorte de garder une distance raisonnable avec eux. J'essayais de fusionner avec la nature qui m'entourait, afin de me mouvoir le plus aisément et discrètement possible. Il régnait un silence dérangeant, perturbé uniquement par le bruit des pas devant moi. L'air était frais et chargé en odeur de sève. Le peu de luminosité dans la forêt me poussa à la plus grande prudence. Je n'avais pas le droit à l'erreur, sous peine d'une fâcheuse punition. Après une petite demi-heure de marche, où j'essayais tant bien que mal de maîtriser ma respiration, mes parents arrivèrent à destination. Je quittai donc discrètement le sentier pour me cacher derrière un arbre couché. L'autel était une immense pierre sombre posée au milieu de sapins qui semblaient ici depuis des siècles. Les arbres étaient tellement denses que la lumière de la lune parvenait difficilement à s'y faufiler.
Ils posèrent tant bien que mal les sacs de cérémonie sur le rocher et tournèrent les talons. Au moment où ils repartirent sur le sentier, une voix rauque, éraillée mais forte comme le tonnerre, fit trembler les lieux d'un lent « Merci ». Puis ce fut le calme plat. Cette voix me figea sur place pendant quelques minutes. Alors que je reprenais difficilement mes esprits, en un clignement d'œil, 3 silhouettes se dressaient autour de l'autel. Les sacs lévitaient dans l'air tandis que, serrés entre 4 arbres, apparut une petite masure au toit de chaume. Il y avait une faible lumière au travers des fenêtres et un filet de fumée s'échappait de la cheminée. Les 3 ombres entrèrent dans la maison et au moment où la porte claqua, je repris pleinement mes esprits. C'est alors qu'une deuxième fois dans cette soirée, la curiosité revint me titiller. Je savais que c'était quelque chose de mal, mais je voulais absolument voir les dames. Je m'approchai donc discrètement d'une fenêtre afin de voir ce qu'il s'y passait à l'intérieur. C'est alors que je fus témoin d'un spectacle aussi étrange qu'horrible. Au centre de la pièce se tenaient 3 femmes âgées, complètement nues. La première prenait les cheveux dans le plus petit sac pour les tisser en un fil épais. La deuxième assemblait les fils afin d'en faire une toile. La troisième coupait la toile pour la clouer sur un cadre en bois sombre. Il leur fallut seulement quelques minutes pour confectionner un immense tableau qui prenait tout un pan de mur de la maison. Puis elles se mirent en rond autour du deuxième sac, bien plus gros que le premier. Elles l'ouvrirent lentement et en sortirent quelque chose d'autre. Une enfant. L'une de mes camarades de classe, la fille de nos voisins, Claudine. Elle semblait complètement ensorcelée. Il n'y avait plus rien dans ses yeux. Les dames la mirent nue et l'allongèrent sur une table faite d'une unique grande pièce de bois. Ensuite, les 3 vieilles parlèrent d'une seule et même voix. « Ô diable, nous voilà. Accepte l'âme de cet enfant. Permets-nous de faire une nouvelle toile avec son sang, et nous viendrons à toi pour le sabbat. » L'une d'elles leva haut une dague avant de transpercer violemment le cœur de Claudine. Elle s'agita pendant quelques secondes, cracha du sang, puis sa tête retomba. Ses yeux étaient toujours ouverts et braqués sur moi. Les dames avaient un sourire carnassier et se léchaient abondamment les lèvres devant ce spectacle. Le sang coulait à flots sur le billot, et chacune armée d'un long couteau, elles entamèrent la découpe. Pour chaque morceau, les dames suçaient le sang directement dans les veines et artères sectionnées avant de les jeter dans une marmite qui chauffait dans l'âtre. Elles s'enduisirent du sang et semblaient rajeunir peu à peu. De 3 vieilles, elles passèrent à 3 jeunes femmes. La première, complètement rousse avec le corps parsemé de taches de rousseur. La deuxième, blonde, avec des fleurs de toutes les couleurs dans sa chevelure. Et la dernière, brune aux yeux sombres, avec des plumes de corbeau autour du front. Elles se roulèrent l'une après l'autre sur la toile tissée avec les cheveux des enfants du village. Elles s'enlacèrent et s'embrassèrent plusieurs fois. Et au bout de quelques minutes, la toile se transforma en un tableau où on les voyait en train d'égorger un poulet. J'étais complètement paralysé et nauséeux. Impossible pour moi de détourner le regard. Aujourd'hui encore, je ne sais pas exactement combien de temps tout cela a duré. Mais le rituel n'était pas encore terminé. La rousse alluma des bâtons d'encens à travers la pièce et le feu dans l'âtre s'intensifia. Chacune d'entre elles prit une longue branche et commença à la tremper dans l'onguent qui mijotait. Un mélange de sang, de lymphe et de graisse coula le long du bois. Chacune mit la branche entre ses jambes et se frotta ardemment dessus. Elles crièrent ensemble des paroles à tue-tête, tout en continuant à se frictionner. Puis, tout devint calme. Elles tournèrent lentement la tête en direction de la fenêtre derrière laquelle je me cachais. Pris sur le fait, la rousse dit d'une voix toute douce. « Nous sommes observés ?» La blonde lui répondit Guillerette. « Viens donc, mon garçon. » La brune termina sombrement. « Nous te tuerons. » Leurs yeux semblaient avoir changé. Ils étaient fendus et luisaient dans l'obscurité. Elles commencèrent à s'approcher de la fenêtre tout en devenant des ombres menaçantes. C'est là qu'autre chose se réveilla en moi, un instinct de survie. Alors je courus aussi vite que possible à travers la forêt. Je ne devais surtout pas m'arrêter. J'entendais derrière moi les rires de ces créatures ancestrales. Elles jouaient avec moi. J'étais une proie et ma peur devait avoir un goût particulier pour elles. En touchant un arbre, je fus pris d'une vision. Je voyais le village en feu, des villageois éventrés, pendus à plusieurs branches d'un même arbre. Mes parents étaient là aussi, écartelés dans les airs par une force profane. La nausée revint et je vomis abondamment. Mais quelle fut ma surprise en levant la tête. 3 femmes nues, 3 sourires carnassiers et 3 paires d'yeux qui luisaient dans le noir m'observaient.
Je repartis de plus belle, essoufflé et presque à bout de force. De peur de les voir, j'avançai les yeux clos. Puis ce fut la chute. Courte, mais à la finalité douloureuse. Je sentis tout mon corps craquer et mes poumons se remplir d'eau. Tant bien que mal, je réussis à sortir ma tête et le courant m'emporta. Au loin, je vis de la fumée et une vive lumière orange. Les cris de douleur étaient terrifiants. Sous le choc, je ne pus verser de larmes et me laissa emporter, espérant pouvoir rejoindre mes amis et ma famille dans l'au-delà. Je me réveillai au petit matin sur une plage, le corps meurtri et l'esprit embrumé. Un paysan me trouva et m'emmena me faire soigner aussi rapidement qu'il le put. J'ai passé ensuite presque 3 années sans dire un mot avant d'être finalement adopté par le même paysan qui m'avait trouvé. N'ayant pas de souvenir du jour de ma naissance, on nota le 1er mai 1927, et tous les souvenirs de cette horrible nuit furent enfouis au plus profond de moi. Néanmoins, hier soir, et après 70 ans, je les ai entendus à nouveau. Tout m'est revenu comme si cela venait d'arriver. J'ai entendu les rires au loin, et je suis sûr d'avoir vu 3 silhouettes flotter dans le ciel. 3 ombres qui changèrent plusieurs fois d'apparence, toutes enlaçant une longue branche de bois et se rendant à leur sabbat. Les enfants, je ne sais pas pourquoi elles m'ont laissé en vie ce soir-là, mais elles sont là pour le dernier habitant en vie de Haute-la-Forêt. Elles reviennent récupérer leur offrande. Non, leurs offrandes. Et vous en faites partie. Note manuscrite. Romain, votre père. Né un jour de 1927, décédé le 2 mai 1997 de cause prétendument naturelle. Alice s'est volatilisée en pleine soirée de fête de la musique le 21 juin 1997. Martine, veuve de Romain, a disparu le 1er août lors d'une marche. Benjamin, sa femme Rose et leurs 3 enfants sont portés disparus depuis la soirée du 21 décembre 1997. La maison familiale présentait plusieurs traces de sang sur les murs. À ce jour, personne n'a été retrouvé.